mes 6 derniers mois, franchement, c'était la merde. En Mhm. janvier, j'étais à zéro. La question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie de repartir dans une activité entrepreneuriale pendant 10 ans à Montpellier? Minimum. Je devais faire un choix Mhm. et je devais renoncer à certains trucs qui me font kiffer. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Cédric O'Neill. C'est le CEO de Brix. Ce que te permet de faire Brix, c'est très simple. C'est une marketplace qui te permet d'investir dans l'immobilier pour le prix d'un menu maxi best-of. Voilà, à partir de 10 balles, tu peux investir dans l'immobilier. Ce qui n'est pas dégueu, on va pas se mentir. Si tu veux en savoir plus sur la carrière de Cédric, comment il en est arrivé là, etc., je te conseille d'aller voir ses podcasts. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus différent. En fait, je me suis posé une question toute simple. À quoi ressemble la journée d'un CEO qui a une boîte qui est valorisée à plus de 115 millions d'euros? Cédric, j'en doute pas, il a créé une société qui ira très loin, j'en suis sûr. Mais du coup, concrètement, à quoi elle ressemble sa journée? Enfin, quand même, il a de sacrées responsabilités. Je me suis toujours demandé à quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a le temps de faire du sport, est-ce qu'il a le temps de voir des amis à lui, est-ce que son travail prend tout son temps? Mais voilà, ça, c'est toutes les questions qu'on va essayer de répondre durant ce podcast. Et je pense du coup que ça peut être intéressant pour toi si tu lances ton projet aujourd'hui et que tu as de grandes ambitions. Et pour ceux qui sont déjà lancés et qui cherchent à avoir plus de clients, en fait, en plus de ce podcast, j'ai un cadeau pour toi. Imagine que dès cette semaine, tu arrives à prendre 5 rendez-vous avec des prospects qui sont prêts à closer, là, maintenant, tout de suite. J'imagine que ça te plairait bien. Enfin, moi en tout cas, ça me plairait bien. Et du coup, je t'ai préparé une liste de contacts qui contient des numéros de téléphone et des mails de CEO et de COO qui cherchent en ce moment à gagner soit du temps, soit de l'argent. Comment je le sais? C'est très simple. En fait, tous les contacts dans cette liste sont des personnes qui ont fait des recherches en ce moment sur le gros hacking, sur le fait d'être plus productif, sur le fait de faire de l'automatisation, tu vois, sous ce genre de sujet qui en fait montre un intérêt fort pour gagner du temps et de l'argent. Mais aussi dans ce fichier, tu retrouveras toutes les personnes qui en ce moment cherchent des postes stratégiques dans leur boîte. Donc forcément des personnes, encore une fois, qui leur permettra de gagner du temps et de l'argent. En gros, si je dois résumer en une seule phrase, c'est très simple. Cette liste, elle contient le numéro et le mail de 7000 personnes qui galèrent en ce moment à développer leur société. En d'autres termes, tes services peuvent les aider. Et si tu les approches de la bonne manière, je pense pas qu'ils seraient contre que tu leur apportes un peu d'aide. Et donc du coup, de gagner de l'argent toi aussi. Si cette liste t'intéresse, je t'ai laissé un lien en description. Comme ça, tu pourras me passer ton contact et je pourrai t'envoyer cette liste par mail. Maintenant, je te prends pas plus de ton temps, profite du podcast et encore une fois, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao. Écoute, Cédric, super content de t'avoir dans ce podcast, vraiment super content. Écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler franchement de Brix en particulier. J'ai envie de me concentrer sur toi en tant que CEO. Et j'ai une question qui est un peu directe pour commencer, c'est que je pense que la plupart des personnes te connaissent de près ou de loin. J'ai fait bien sûr une introduction en amont pour te présenter et ce que tu fais. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu pourrais faire juste un petit report de ce qui s'est passé pour toi dans les 6 derniers mois, d'un point de vue des KPI, peut-être pour Brix, etc., de voir un peu l'ampleur de ce qui s'est passé depuis ce début d'année 2024. Et sur ça, on va essayer de comprendre un peu ta journée et tout simplement essayer de voir en fait comment tu gères un peu tout ça, sachant que Brix prend un super élan en ce moment, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois chez Brix, quoi? Ouais, salut Taslim. Écoute, déjà, je suis ravi d'être avec toi C'est et mon plaisir. je trouve que ta question, elle est ouf parce qu'effectivement, tu vois, on a toujours tendance à starifier les entrepreneurs de boîte. Tu vois, il y a toujours le biais du survivant. On met en avant ceux qui Hmm. ont réussi. Et c'est super dur pour ceux qui réussissent pas, alors que tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient justement utiliser Ouais. les expériences de ces échecs pour rebondir et faire des trucs cool. Donc le retour d'expérience de ceux qui réussissent pas est pour moi même plus important et plus Ouais, c'est pédagogique vrai. et éducateur que ceux qui succeedent. Donc très cool comme question. Écoute, moi j'ai l'impression que ma vie d'entrepreneur est faite de résilience et d'ambition. C'est-à-dire que je pense Mhm. que les deux sont vraiment liés. Il faut que tu aies l'humilité de te dire que tu ne sais rien, que tout est apprentissage. Et c'est en prenant des moments difficiles, tu vois, des coups, que tu es capable de te dire, OK, tout arrive pour une raison, et de cette situation compliquée, je peux apprendre. Donc si je prends mes 6 derniers mois, franchement, c'était la merde. Mais en fait, c'est la si tu le vois de manière très objective. Mais après, moi, j'adore ces situations qui sont Ouais. compliquées. Mais si je Hmm. remets du contexte, nous, on a créé la boîte il y a 3 ans et demi. Mhm. On a eu une année folle la première année où on est skyrocketing. On prend 100 000 inscrits dans la première année. Tu vois, ça se voit jamais dans les startups. Tout le monde parle de Brix, c'est super. L'autorité des marchés financiers arrive et nous dit les gars, ce que vous faites, c'est pas réglementaire. Je vais vous demander d'aller chercher un agrément.
tant que vous n'avez pas l'agrément, vous mettez la boîte en pause. Donc, on met la boîte en pause pendant 1 an. Pendant cette année-là, on a vu 10 concurrents émerger sur le marché qui nous ont pris beaucoup de parts de marché. Tout le Je monde était les ai en train vus. de dire, tout le monde était en train de dire, à commencer par les influenceurs qui nous avaient accompagnés dès le début, non mais Brix c'est mort, ça reprendra jamais, etc. Nous, le job de fou qu'on a fait, c'est pendant 1 an aller chercher un agrément, alors que tout le monde pensait qu'on l'aurait jamais parce que c'était difficile, parce que c'était compliqué. Remettre la boîte au carré en termes de process pour tout bien faire, changer de modèle économique pour partir sur un nouveau modèle économique, on pourra en parler, et maintenir la communauté pour que notre communauté nous fasse toujours confiance 1 an plus tard. On a remis les gaz en septembre dernier. Et progressivement, tu vois, surtout depuis janvier, donc sur les 6 derniers mois, on s'est évertué à faire en sorte d'avoir des super projets, des projets cool sur la plateforme, de roder nos process pour progressivement repouvoir monter en volumétrie tous les mois. Et ce qui est ouf, c'est que là, on arrive en juin. Donc là, on enregistre nous début juillet, mais le mois dernier, on fait 6 millions d'euros de collecte sur notre plateforme sur le mois. Mhm. En janvier, j'étais à zéro. Janvier dernier, j'étais Waouh. à zéro. Donc, on passe de zéro à janvier. Je crois qu'en décembre, on était à 500 000. Donc, ça fait, on était voilà, autour du million d'euros jusqu'à 6. Et là, on est en train de créer euh, une machine, un outillage qui nous permet, si on veut, de faire 10 millions, 20 millions là tous les mois. Donc, vraiment, on fait monter le rythme. Et donc, ça se fait bah, en mettant les mains, en étant au charbon, en mettant les mains dans le cambouis. Donc, tu as une de tes questions, c'est quelle est la journée d'un entrepreneur qui a une boîte valorisée 115 millions d'euros? Ben, en vrai, en toute humilité, je suis pas en train de faire du networking, je suis pas sur une plage, je suis pas en vacances. Tu vois, je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris de vacances. Euh, Ok. donc, donc, je suis le premier. Moi, je pars du principe que je suis la personne qui doit être capable de tout connaître approximativement pour connecter un peu toutes les strates. Tu vois, je dois un peu comprendre quand on parle de marketing, comprendre quand on parle de développement informatique, comprendre quand on parle de finance, comprendre quand on parle de juridique, comprendre l'immobilier. Et donc, en fait, je dois connecter tout ça. Tu vois, je suis un peu le chief opérationnel. Donc, euh, en termes d'opération, c'est moi qui dois emmener dans une direction. Et pour emmener dans la bonne direction, je dois avoir finalement pris une décision. Et pour prendre cette décision, tu vois, je dois la prendre de manière la plus éclairée possible. Et donc, je dois avoir une vue de tout ce qui se fait et bien comprendre. Euh, Moi, il se trouve que Hmm. je suis curieux par nature, donc en fait, tout m'intéresse. Et comme tout m'intéresse, j'essaye d'emmagasiner un maximum d'infos, d'aller regarder dans des industries un peu connexes et me dire, OK, c'est comme ça qu'on va Mhm. avancer, mettre ça en place. Mais une fois qu'on s'est dit qu'on partait dans Mhm. cette direction, tu vois, là, par exemple, Mhm. euh, on voyait que ça fonctionnait pas parce que on n'avait pas une bonne stratégie d'un point de vue commercial avec les porteurs de projets qui viennent sur notre plateforme se faire financer. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, Mhm. vous savez quoi? C'est moi qui passe en sales. Vous me mettez tous les porteurs de projets une demi-heure dans l'agenda qui veulent se faire financer. La semaine dernière, j'ai pris 25 calls d'une demi-heure avec des porteurs de projets. Mon agenda est ouvert. Lundi, j'ai fait 10 rendez-vous d'affilée. Donc, je me suis tapé 5 heures d'affilée de rendez-vous. J'avais pas le temps de manger, j'avais pas le temps de boire, j'avais que des rendez-vous d'affilée. C'est un métier qui est chiant. J'ai toute mon équipe qui me dit, Cédric, t'es sûr tu veux pas qu'on embauche quelqu'un? T'es sûr tu veux pas qu'on mette quelqu'un à ta... Hmm. Je lui dis non parce que le mec, le temps qu'il ait mes skills, qu'il ait ma connaissance du business, soit il va coûter 200 000 euros à la boîte, on peut pas se le permettre aujourd'hui, C'est vrai. euh, soit il va monter, mais il va prendre 6 mois, 12 mois à monter en compétences. Donc je préfère Hmm. faire ces calls là tout de suite, revenir vers mon responsable produit pour lui dire, OK, maintenant que j'ai fait tous ces calls et maintenant que je me suis tapé 50 calls de porteurs de projet, je sais que il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça, je l'ai fait 10 fois d'affilée, on peut l'automatiser, là on peut l'automatiser, là on peut l'automatiser. Et donc maintenant, mes journées, c'est faire des calls avec des porteurs de projet, parler à mon équipe produit pour qu'on automatise un maximum. Et ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura tout automatisé, on va pouvoir découper en micro-tâches et le rendez-vous, moi, que je fais, qui dure une demi-heure, qui est ultra crucial aujourd'hui, pourra être découpé en un micro-événement chez nous. Et donc là, je pourrais mettre n'importe quelle personne, qu'elle soit formée ou pas à la discipline. Ce qui est compliqué, Hmm. c'est
dès que tu as besoin vraiment d'un couteau suisse qui sait tout faire, là, c'est très dur parce que soit tu veux aller vite et donc tu vas pas trouver la perle rare, soit c'est une perle rare qui va te coûter super cher et qui sera pas accessible et qui potentiellement fera pas le travail comme tu veux le faire. Donc, ce qui fait que je me retrouve comme ça, projeté un peu à mettre les mains dans le cambouis là où je juge que ça a le plus de valeur. Ce qui fait que mes journées sont à rallonge parce que ça, c'est une partie de mon job, tu vois, mais j'ai pas que de l'opérationnel à ce niveau-là, j'en ai ailleurs. J'ai aussi du management à faire avec les équipes, j'ai du management à faire avec les actionnaires, j'ai la presse, les influenceurs qui veulent me parler. Et ce qui fait que c'est sympa, mais je m'ennuie pas. Et surtout, Bien sûr. il faut cette dose d'énergie pour toujours te dire, ok, allez, on y va, on est reparti. Là, je sais que c'est ici que je peux créer le maximum de valeur, donc je vais mettre toute mon énergie, mais c'est ponctuel. Si on fait ça, c'est que derrière, il faut qu'on automatise l'intégralité de la chaîne, parce que je vais pas m'amuser à faire ça pendant 6 mois, sinon je vais être KO et j'aurai plus. Donc Ok. Bah, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, on avance bien en termes d'automatisation, parce que nous, l'objectif et la vision, moi, que j'ai sur Brix, c'est de dire que on est une marketplace. À un moment donné, on doit plus du tout avoir la relation avec le client. On doit être complètement externe et tout doit être automatisé. Quand tu vas mettre ton bien en location sur Airbnb, tu es capable de le faire de manière full automatique, de bout en bout. Et il n'y a aucun employé de chez Airbnb qui a besoin de te contacter pour te dire à ce moment-là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ils ont réussi à streamliner le process et c'est magique. Tu vois, quand tu as un truc comme ça, tu peux scale à l'infini, tu peux avoir un business qui grossit non lié au nombre de people que tu vas mettre, donc au nombre de collaborateurs que tu vas embaucher. Et donc, c'est comment on arrive à faire ça sur le marché le plus difficile qu'est l'immobilier, parce que c'est un marché avec beaucoup de parties sur la chaîne de valeur. Tu vois, il y a le notaire, potentiellement il y a l'agent immobilier, il y a le banquier. Tu discutes avec tout le monde. Donc, comment on arrive à tout automatiser pour faire en sorte que Taslim qui veut demander un financement pour faire financer un bien immobilier, il n'ait pas besoin d'avoir Cédric en call et que ça lui soit complètement naturel de le faire via une interface web. Ok, écoute, et donc, c'est super. moi, Dis-moi. tu vois, ce qui me fascine, c'est des gars comme Elon Musk, par exemple, tu vois, si je devais prendre un rôle modèle, qui a dit, bon, un des métiers les plus durs, c'est de construire des bagnoles parce que la construction de bagnoles, c'est une chaîne de construction dans des grandes usines où finalement, je sais pas, 200, 500 étapes qui s'enchaînent. En fait, on va pas tout faire d'un coup, mais on va prendre toutes les étapes et toutes les étapes, on va les repenser. On va pas les faire mieux, on va les repenser pour se dire que on peut faire de manière 10 fois plus simple, 10 fois plus accélérée. Et c'est comme ça que on va être en capacité de sortir beaucoup de voitures à tarifs compétitifs. Tu vois, par exemple, un des moves qui est assez fascinant, ça a été de dire chez Tesla, l'intégralité de la coque de la voiture, donc de la coque externe, elle est pressée. Elle est pressée, ça doit être une seule pièce. Quand avant, on faisait, tu avais les portières, tu avais le capot avant, tu avais l'habitacle, et en fait, tu avais potentiellement 10 pièces métalliques qui devaient s'assembler. Là, maintenant, c'est pressé, c'est une pièce. Un autre exemple, tu vois, du même style, c'est comment tu réponds à une problématique de manière complètement différenciée. Chez SpaceX, donc une autre boîte d'Elon Musk où ils envoient des fusées réutilisables, il se trouve que une des problématiques est liée au microprocesseur. Le microprocesseur, potentiellement, il a une chance sur 1 million d'être touché par un rayon cosmique X qui va griller le processeur. Et donc, à l'époque, ce qu'a fait la NASA, ça a été de dire, il va falloir qu'on fasse des processeurs qui soient ultra robustes pour que s'il y a une chance sur 1 million dans l'espace qu'il se chope un rayon X qui fout le processeur en l'air, en fait, il est résistant et on passe cette chance sur 1 million à une chance sur 1 milliard de milliards. Sauf qu'un processeur comme ça, il faut de la technologie pour le créer et ça coûte $1 million de faire un processeur. En fait, ce qu'a dit ce qu'ont fait les ingénieurs de SpaceX, c'est qu'on dit, OK, mais c'est quoi la probabilité si tu mets 3, 4 processeurs, que les 4 processeurs se fassent griller en même temps
par rapport au même rayon X ou cosmique qu'on Hmm. peut avoir dans l'espace. Et en fait, cette probabilité, elle est nulle. Il y en a un qui peut griller, et donc en fait, ils ont réussi en mettant 4 processeurs à complètement te flinguer les probabilités avec 4 processeurs à 5 dollars, hein, je caricature, mais 4 processeurs à 5 dollars sans R&D derrière, plutôt que d'aller investir dans un processeur qui valait 1 million de dollars. Et tu vois, cette Hmm. réflexion de se dire, en fait, pour le même résultat, je peux faire complètement différemment avec un coût marginal égal 0. Euh, c'est vraiment ce qu'on essaye d'appliquer chez Unix pour se dire, OK, tous les jours on rencontre des problématiques, il faut qu'on soit capable de les avoir euh, réalisé 10 fois, tu vois, c'est ce qu'ils disent souvent à Y Combinator, do things that don't scale to scale, tu vois, fais des trucs qui ne scale pas, qui sont complètement manuels pour vraiment comprendre quel est le process, et une fois que tu as compris le process, tu vas pouvoir te dire, bon ben en fait le process il est pété, là je peux l'optimiser, là je peux l'optimiser, là je peux Hmm. l'automatiser, et donc c'est pas mal le job que j'ai, moi, d'essayer de repérer ça, parce qu'en fait, toute ma connaissance sur la chaîne de valeur est mise à profit à ce moment-là. Ok, écoute, c'est super clair. Là, tu as parlé de plein de choses et je suis vraiment content. Donc déjà, premièrement, le CEO, c'est l'employé le plus productif de sa boîte dans les endroits où il faut l'être, où le besoin est le plus pressant, là où le feu est le plus grand. Donc ça c'est un point qui est, je pense, super important et beaucoup de personnes oublient. Parce que la délégation à tout prix, oui, ok, mais on va voir aussi, peut-être il faudrait que tu comprennes ce que tu proposes et Mais alors, quelles sont les problématiques que rencontrent. moi, j'y crois et c'est ce que je fais. C'est pas particulièrement bien vu, tu vois. Il y a pas mal de mecs qui disent oui, mais en termes de management, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu fais pas monter tes équipes. Tu vois, Hmm. moi, j'ai un management qui est assez radical. C'est de dire, OK, laisse-moi faire, j'apprends. Et, et ensuite, je vais redéléguer, tu vois. Et alors, certains diraient oui, mais comme ça, tu fais pas monter tes collaborateurs, comme ça, tu. Mais Hmm. tu vois, je sais où je veux aller, je connais la direction, et on est à un stade de boîte, nous, où moi, ça me paraît essentiel que ça soit moi qui prenne cette Hmm. responsabilité-là, parce que ça va à la vitesse que, en fait, quand je fais ça, je remets du rythme à chaque fois. C'est, Bien j'ai sûr. un directeur à l'immobilier, ok, vas-y, continue de faire tourner l'immobilier parce qu'il faut qu'on continue de faire tourner la baraque. Mais par contre, à côté, Mhm. moi, je vais aller spotter tous les endroits qu'on peut optimiser. Euh, Mhm. et par nature, les gens qui sont experts en immobilier, ils sont pas experts en automatisation, ils sont pas experts en Ouais. intelligence artificielle pour remettre du. Donc, tu peux pas non plus leur demander qu'ils montent en compétence sur ces niveaux d'expertise. Mhm. Et c'est là que le fondateur peut être très bon, parce que le fondateur doit justement être ce couteau suisse qui, lui, s'il avait une vision au début, bah, il doit l'assumer jusqu'au bout, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et sur cette dernière phrase, je suis plus que d'accord avec toi parce que combien d'entrepreneurs ou de CEO délèguent des trucs qu'ils aiment pas trop faire très rapidement, alors qu'en fait, tu dois être le meilleur sales de ta boîte jusqu'au moment où tu comprends et que quand un sales un peu plus expérimenté rentre dans ta boîte, vous parlez le même langage. Et donc, de ce fait, il n'y a pas de dissonance et personne prend, excuse-moi du terme, mais personne prend l'autre pour un con parce que, en fait, finalement, ils ont vécu après les mêmes expériences et au final, ils se retrouvent juste toutes les semaines sur des meetings un peu de suivi, de weekly. Alors, t'as fait combien? Ok, d'accord, c'est ça qui bloque, d'accord, ok. Mais tu sais à peu près de quoi, quelle problématique il a vécu. Bah, tu Deuxième vois, moi, point, j'ai un truc marrant par rapport à ça. Comme moi, je me dis-moi. considère moyen plus sur tous les domaines, Mhm, mais que j'ai déjà tout fait, parce que j'ai fait tous mhm. les jobs dans ma boîte. Si j'embauche quelqu'un qui est pas meilleur que moi, je lui dis, bah Tu le non, vois. tu pars. Si t'es pas capable Ouais, d'accord. de monter, on va avoir des discussions. Si au bout de 6 mois, t'es pas capable de monter en compétence et de devenir meilleur que moi, alors que toi, tu dois Mhm. uniquement te focaliser sur cette problématique, bah en fait, ça va pas le faire dans la culture de boîte de Brix. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis Ouais, juste bien que sûr, bien dans sûr. la culture de boîte de Brix par rapport à son niveau d'ambition, ça peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, on Bien veut, sûr. sur les domaines d'activité, sur les personnes qu'on embauche, uniquement des experts. Donc, si c'est des Bien experts, sûr. c'est des mecs, c'est leur seule mission, c'est de se focaliser sur le sales, bah, tu dois être meilleur que moi en Mhm. sales, tu dois être meilleur que moi en produit, tu dois être, parce que si je suis moyen, moi surtout, mais que je suis meilleur que toi en sales, c'est qu'il y a un problème. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Faut que tu m'apprennes quelque chose, quoi. Si je t'embauche, c'est qu'il faut que tu dois m'apprendre Ouais, quelque chose que je ne exactement. sais pas encore, Ouais, quoi. c'est En ça. fait, tu vas embaucher quelqu'un, ça, peu de monde. Ça, c'est une phrase bateau qu'on dit souvent. Mais en fait, tu achètes le temps de l'expérience de ce mec qui a passé des années à faire ça. C'est ça que tu as. Le C'est ça. vrai salaire, c'est ça. C'est ce temps-là qu'il a gagné. Donc, fais-moi en gagner. Si on est au même niveau, en vrai, c'est soit je te fais monter avec moi, et là, à ce moment-là, tu arrives à mon niveau et j'ai besoin de quelqu'un peut-être potentiellement de remplaçant, mais j'accepte le fait que tu sois débutant. Et ça, en général, c'est quand tu montes
ton business au début. Tu prends un peu des débutants et tu les amènes à ton niveau jusqu'à que tu peux aller un peu plus loin. Mais là, je pense à ton stade à toi, c'est plus, voilà, c'est plus, t'es un peu intermédiaire. T'es pas au niveau d'un Bezos, par exemple, qui embauche des gens qui ont 15 ans de carrière, qui ont prouvé dans des endroits exactement similaires avec la même mission, tu vois. Et en fait, il les déplace d'un point A à un point B. Il lui dit, au lieu de bosser chez Microsoft, tu bosses chez moi maintenant. Et tu fais exactement la même chose. Je veux que tu fasses exactement la même chose. Et tu es dans un entre-deux où, en fait, tu débroussailles, tu découvres le process en entier. Vraiment, tu essaies de le caler. J'imagine, tu dois faire un peu des mind maps, ce genre de truc, quand tu as un process en face de toi. Quand là, tu me parlais des rendez-vous avec les porteurs de projet. J'imagine avant, tu t'es fait une mind map. Et après, tu allé voir ton chef produit. Tu lui as dit, écoute, là, ça bloque, il faut améliorer ça, etc. Donc, Ouais. tu as débroussaillé ça. Et après, tu prends un expert qui a déjà peut-être plus d'expérience dans le domaine de l'automatisation. Et tu lui dis, voilà ce qu'il faut automatiser, bonne chance. Donc là, il est pur opérationnel. Donc, c'est ce que tu fais en général pour faire monter ta boîte et l'amener à un autre niveau, en général. C'est ça? Si je ne me Ouais. trompe pas, j'essaie de résumer un peu ce que tu disais. Non, nous c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Alors, Super. comme on est polyvalent, effectivement, tu vois, c'est avec mon responsable produit là qu'on a fait la mind map et lui a commencé Ok. justement à développer certaines fonctionnalités justement pour faire des automatisations. Et maintenant, c'est exactement ce que tu dis, on passe par des freelances pour aller encore plus vite parce que là, on commence à avoir une vision d'ensemble qui est très claire. Et tu vois, ça nous a pris 2-3 mois de faire ça. Parce que justement, on voulait Ok. pas partir dans certaines directions sans comprendre et sans avoir au moins 20-30 retours de la part de nos clients. Mais c'est très bien résumé. Ok, super. J'ai essayé de voir parce que, parce que moi aussi j'apprends là, en vrai de vrai, je suis un peu dans cette phase où je vais commencer à peut-être passer, tu sais, ce cap où je vais devoir déléguer un peu plus. Et j'apprends beaucoup de ce que tu me dis et ça me confirme un peu ce que j'avais en tête, donc ça fait plaisir. Et deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que le marché a toujours raison, je pense aussi. Tu as essayé de faire comprendre ça parce qu'on pourrait devant, je serais venu peut-être te voir, ah mais pour les porteurs de projet, j'avais un projet similaire et en fait c'était ça le process. Mais non, tu vas pas m'écouter parce que, en fait, dans ton cas à toi avec Brix, en plus de ça, tu me dis que tu as un nouveau business model qui est en cours, ton process à toi, il est vraiment unique. Et faire confiance à ton marché, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Des retours marché que tu fais quand tu es en train de débroussailler un process de manière générale. Je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là, mais je pense que beaucoup de personnes vont chercher des méthodes un peu près toutes faites, mais ils n'arrivent pas à les implanter chez eux, ils se demandent pourquoi ça marche pas. Alors que peut-être qu'il faut juste se concentrer sur tes particularités à toi, à ton marché, et tout simplement à ce qui en fait fait ta chose unique et ton entreprise finalement. Je sais pas si Ouais. tu as un avis là-dessus. Moi, je déteste ces process que tu viens mettre dans ta boîte et que tu Ok. rechallenges plus, tu vois, et tu te rends plus, tu te poses même pas la question de savoir à quoi ils servent. En fait, la seule logique, c'est comment je passe du point A au point B le plus simple possible. Donc, le point B, c'est livrer la bonne fonctionnalité qui est attendue au client. Donc, c'est ce que tu dis, hein, tu vois, c'est le retour marché, c'est ce que le marché attend de toi. Et donc, pour arriver à livrer ça, ça sert à rien de mettre des trucs over complexifiés. Essayons de faire le plus simple. Essayons de reprendre toutes les étapes. Et ce qui est pas mal, c'est que comme moi, je viens pas d'une industrie en particulier, tu vois, je suis pas lié à l'immobilier, je suis pas lié à la techno, je suis pas lié. J'arrive à chaque fois à avoir un regard assez naïf, novice sur la chose, en me disant, mais en fait, pourquoi on fait ça? Tu vois, pourquoi il m'est arrivé un truc particulier là, tu vois. Moi, j'ai des porteurs de projets qui viennent se faire financer chez moi. Euh, on, on leur prête de l'argent avec des investisseurs sur ma plateforme. Pour garantir les investisseurs que leur investissement est safe, donc est sécurisé, on va mettre des hypothèques. Et en plus, on met une deuxième garantie qui est une caution personnelle et solidaire. Là-dessus, on envoie l'argent chez un notaire de banque. Donc nous, on a sélectionné un notaire. Donc c'est notre notaire qui nous représente. L'argent est chez le notaire. L'argent est débloqué qu'à partir du moment où l'hypothèque sur le bien immobilier est actée. Au niveau de ce contrat de prêt qui est rédigé chez notaire, le notaire prend la caution personnelle et solidaire de la personne à qui on a prêté. Et là, on débloque l'argent. Je demande à mon directeur immobilier, ok, je comprends pourquoi on prend l'hypothèque chez notaire, parce qu'il n'y a qu'un notaire qui est homologué pour prendre une hypothèque, mais pourquoi on prend une caution personnelle et solidaire chez le notaire? Et donc là, j'ai mon directeur immobilier qui me dit, en fait, c'est parce que c'est plus sécure et c'est plus simple à faire appliquer la caution. Et je lui dis, mais en plus sécure, c'est exécutoire, ça a une valeur juridique plus importante devant un juge. Il me dit, oui, oui. Ok. Et on fait comme ça pendant 6 mois.
récemment, j'ai au téléphone ma notaire et je lui dis, tiens, j'avais une question. Par rapport à la caution que tu prends, tu la factures? Elle me dit, bah oui, en moyenne, ça coûte 2000 € la caution. Wow. Caution que moi je facture. Donc je facture 2000 € pour que le mec, pour vous prendre la caution vis-à-vis de l'entreprise. Mhm. Et je lui dis, mais est-ce qu'elle a une valeur plus importante parce qu'elle a été prise par tes soins? Elle me dit, non, c'est pas exécutoire. Donc devant un juge, que toi tu la prennes en direct ou que moi je la prenne, ça revient au même. Mhm. Mhm. Et donc je dis à ma notaire, mais là, donc tu es en train de m'expliquer que tu factures 2000 € à chaque caution qui est prise à mon porteur de projet, Mhm. alors que moi, je pourrais lui faire soit gratuitement, soit le facturer moi-même, et ça aurait la Mhm. même valeur juridique. Elle me dit, oui, c'est ça. Bah, Et, le notariat, hein, tu viens d'y rentrer là. C'est le notariat pur et dur ce que tu viens de te raconter là. et donc, je comprends mais en plus, tu vois, je pense que c'est même pas l'argent, c'est qu'on lui avait dit qu'on voulait que ça soit chiffré, Je tu vois. sais. Et on s'est même pas reposé la question de savoir est-ce que il y avait une valeur plus importante. Moi, j'ai mon directeur immobilier, je pense qu'il m'a répondu un oui par principe, tu vois, mais c'est souvent des oui ou que tu vas pas double checker. Et donc, en fait, c'est toutes ces étapes-là, quand tu les rediscutes, quand tu les rechallenges, que tu vois que tu peux les améliorer. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un outil, on ne facture pas la caution à nos porteurs des projets. Elle est automatiquement générée. En plus, on gagne du temps parce que la caution, elle devait la notaire, elle devait prendre certains documents que nous, on a déjà en notre possession. Donc, ça prenait peut-être 3-4 jours de délai pour qu'elle puisse rédiger la caution. Nous, on a toutes les informations. Donc, en automatique, on est capable de lui envoyer une fois qu'il a son financement pour signature électronique. Donc, tu améliores le process, tu fais économiser 2000 € à chaque fois qu'il y a une caution à signer. Mais tout ça parce qu'on s'était jamais reposé la question sur le process. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment arriver avec cette naïveté, ce regard neuf, de toujours re-questionner, re-challenger. Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Tu vois, c'est un peu la règle des 3 pourquoi. Parce que tu C'est en vrai. arrives à des optimisations qui, bout à bout, au vu du nombre de dossiers qu'on finance, c'est peut-être 100 000 € d'économie à l'année pour nos porteurs de projets vis-à-vis d'une autre plateforme sur laquelle ils pourraient aller. C'est super bien ce que tu es en train de dire. C'est en fait remettre tout le temps en question ton process, même s'il est bien établi. Et ça, c'est un truc que je fais aussi pour mon agence. En gros, ce que je fais, c'est que je prends chaque étape de la conversion, soit de candidat, parce que moi, tu sais, en fait, j'ai une agence, c'est un métier de recrutement. Je fais du recrutement en vrai. Je vends du temps de cerveau disponible en quelque sorte. Et de ce fait, ben, je prends chaque étape de la conversion d'un candidat de A à Z et ben, je vois le taux de conversion à chaque étape. Tu vois. Et à chaque fois, je me dis, même si je suis à 30%, comment je me pose deux questions. Est-ce que je pourrais le doubler? Et qu'est-ce que je dois mettre en place? Et là, merci ChatGPT, c'est mon meilleur ami à ce moment-là. Bonjour, voilà ma situation initiale, voilà comment je fais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour doubler peut-être ce chiffre? Là, il va te dire, en fait, c'est peut-être ton Google Form qui fonctionne pas, ou tu vois exactement ce que j'essaie de t'expliquer. Ou je me dis, si j'étais 10 fois plus intelligent, et je pose cette question à ChatGPT parce qu'en plus de ça, il a le contexte de ce que je fais de base. Donc il a une idée un peu de mon intelligence, on va dire, de base. Si j'étais 10 fois plus intelligent, qu'est-ce que je ferais pour doubler ce chiffre-là? Et à partir de là, tu peux reprendre ton process et l'améliorer à chaque étape et l'améliorer de plus en plus. Donc c'est super intéressant, c'est-à-dire de temps en temps, tu as des petits coups de chance où tu trouves le truc, tu te dis mais attends, pourquoi on fait ça, tu vois, genre c'est complètement. Et tu sais, ça va un peu de soi et tu arrives à régler une situation. Mais si tu veux, par exemple, le processiser, en quelque sorte, cette remise en question constante, moi j'appelle ça le feedback loop, je fais ça chaque semaine. Ok. Ben, franchement, c'est un des bons points à faire. Tu prends chaque étape de ton funnel de conversion et même quand ça va bien, tu dis est-ce que je pourrais faire sauter une étape? Ouais, Tu vois, ouais, genre, bien. celle-là, je Ouais, la fais sauter. Elle prend trop de place, ça me dure 2 jours, j'aime pas. Est-ce que je pourrais la faire sauter? Et ouais, ça peut être sympa même dans les moments un peu d'accalmie, parce que je pense qu'on en a tous, comme tu l'as dit. Il y a des gros rushs. T'es passé de 0 en janvier à 8 millions quelques mois après. Donc il y a des périodes un peu d'accalmie, des moments de rush, après des moments d'accalmie, c'est souvent un peu comme ça. Ça, mm, c'est aussi un truc pour les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Il faut pas croire que c'est linéaire, hein. C'est des escaliers, en fait, en quelque sorte. Tu as des gros moments de rush, c'est calme, des gros moments de rush, c'est calme, et ça repart comme ça. Donc, moi, je pense que ça peut être un bon point. Alors, je vais rebondir pour la suite et essayer d'élargir un peu le sujet. On a parlé de BRICS, etc. Donc là, je pense que on peut voir un peu, déjà au niveau opérationnel, comment tu peux améliorer ta boîte de manière générale. Mais j'ai une petite théorie, c'est que je pense que tout vient du corps. Alors, ta capacité de productivité vient toujours d'un corps en bonne santé. Alors, on a toujours un petit exemple autour de nous d'un mec qui fume comme un pompier, qui boit, qui mange comme pas possible et qui est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent on en a tous des exemples comme ça, je pense. Moi, personnellement, j'avais un oncle
qui était comme ça. Alors, une espèce. C'était une montagne de graisse, vraiment, je vais pas te mentir. Il fumait toute la journée, etc. Et le gars était plein aux as. Et j'ai jamais compris comment il faisait. Moi franchement, j'aurais son mode de vie, j'aurais pas tenu. Et je me disais, imagine, il mangeait bien, il faisait du sport, etc. Qu'est-ce qu'il aurait fait comme argent? Parce que c'est ça aussi la vraie question. Et je sais que tu es pas mal sportif, tu fais de l'ultra trail de ce que j'ai pu entendre. Aujourd'hui, tu mettrais la place. Euh, Tu fais beaucoup de choses dans ta journée, mais autour de tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans le privé, hein, je ne suis pas là pour essayer de rentrer dans ton quotidien de manière un peu, on va dire, insensible, mais comment tu gères le sport? Tu as le temps de faire du sport? Quelle est ton alimentation? Comment tu gères l'autour du travail, autour Brix, même si je sais que Brix, c'est un peu tout le temps dans ta tête, j'imagine, c'est toujours un petit peu dans ta tête. Comment tu gères l'autour? Est-ce que tu as le temps déjà? Est-ce que tu as le temps de faire du sport en vue de ce que tu fais dans une journée? Euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, En fait, pourquoi on te dit que le sport, l'alimentation sont importants et le sommeil? C'est parce que Ouais. c'est de l'endurance. Tu vois, on en revient au sport, l'entrepreneuriat, c'est ta capacité à te lever tous les jours avec un niveau d'énergie plus important que la moyenne des personnes parce que tu vois ce que je suis en train de te dire, je vais devoir, je l'ai déjà répété 1000 fois et je vais encore devoir le répéter 10 000 fois. Mm. Là, avant ce podcast, j'étais avec un influenceur et on discutait. Ce soir, je suis avec ma communauté, je vais redevoir mettre ce niveau d'énergie. Et en fait, Mm. ça te demande toujours d'être au taquet et de répéter 10 fois dans la journée. Donc, il y a deux choses. Mm. D'un, il faut que tu sois passionné. Moi, je parle du Founders C'est vrai. Market Fit. Tu vois, il y a le Product C'est Market vrai. Fit, c'est le produit qui rencontre son marché. Il y a le Founders qui rencontre son marché et qui C'est est vrai. passionné par ce qu'il fait. Et donc, il est capable de déplacer des montagnes parce que il se lève, il est passionné. Donc, il y a la passion, il y a l'énergie. Et cette énergie-là, elle vient avec le sommeil et avec une bonne condition physique parce que on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon. C'est que moi, je sais que si je me suis engagé dans Brix, je suis là pour les 10 prochaines années. Et tu vois, quand Mhm. je suis reparti dans Brix, la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie de repartir dans une activité entrepreneuriale pendant 10 ans à Montpellier minimum? Est-ce que, sachant que je vais pas faire de tour du monde, sachant que je vais pas pouvoir déménager parce qu'en plus j'ai mes enfants en garde alternée à Montpellier, Mm. sachant que je vais donc automatiquement, je savais qu'en recréant une startup à Montpellier, je devais faire un choix Mm. et je devais renoncer à certains trucs qui me font kiffer. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Des voyages 3 fois à l'année. Tu mets de côté. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Je voulais absolument faire un tour du monde. Ok, ça tu mets de côté. Donc c'est renoncer à certaines choses, mais tout en étant conscient qu'il y a plein de côtés super positifs. Donc, tu vois, c'est tout de suite un deuil et vaut mieux l'accepter au début parce que si après c'est toujours en suspens dans ta tête, bah, t'arrives pas à être focus sur ton objectif et Mm. t'arrives pas à te dire bah, C'est vrai. pourquoi j'ai pris cette décision-là. Ensuite, moi, c'est intéressant que tu parles du sport et de la santé parce que là, tu vois, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans une spirale un peu négative où je consommais trop de café à la journée. Je Mm. me suis mis à boire à peu près 5 cafés à la journée. J'avais un mauvais sommeil. Wow. Parce que j'avais un mauvais sommeil, je continuais à boire du café. T'inquiète. Et c'était le truc pas bon. Et donc là, je me suis dit, waouh, en plus, je me sens un peu fatigué le soir, je me sens avec moins de Mm. motivation. Et là, je me suis dit, bon, allez, banne le café, tu reviens à 1 ou 2 cafés par jour. Et d'un coup, ça y est. Mais comme j'avais un peu de stress qui s'était accumulé avec le boulot, en fait, tu tombes vite dans une routine qui est un peu négative Mhm. pour ton corps. Et en plus, quand tu es fatigué, bah, ton corps est attiré par la malbouffe. Donc, j'étais fatigué, je buvais du café. J'avais envie d'aller bouffer des burgers. En plus, là, c'est Mhm. la Coupe d'Europe. Donc, tu vois, il y avait un peu tout Ouais, qui ouais. s'est. Et là, je me suis dit, euh, je l'ai détecté et je me suis dit, bon, ok, il suffit juste de remettre du sommeil. J'ai remis du sommeil, j'avais plus besoin de café. Et donc, moi, je sais que ma variable d'ajustement, c'est vraiment le sommeil. Si j'ai pas minimum Ouais. 8 heures de sommeil, Ouais. ça fonctionne pas dans ma journée. Donc, si je veux mettre du sport à côté de ça, parce qu'effectivement, je fais pas mal de courses à pied à côté et notamment Mhm. des trails d'ultra longue distance, euh, il faut que je me couche tôt. Et donc, me coucher tôt, moi, c'est me coucher à 9 heures. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 enfants, ils se couchent à 9 heures, je me couche avec eux. Et ça fait que le matin, Mhm. je vais me lever entre 5 heures et 6 heures le matin. Plutôt, Oh, c'est plutôt à propre. 5 heures. Donc, je fais partie de la team club Réveille-toi à 5 heures, dodo. prends une douche froide. Alors, la douche froide, je fais pas souvent, je fais pas tout le temps, même si ça Ok. m'arrive, j'ai des passages où je vais me faire un mois de douche froide. Ok. Euh,
j'habite à la campagne, donc je craque l'hiver parce que tu te prends. J'ai acheté un Ouais. thermomètre justement. Tu te prends la douche à 8 degrés, ça fait quand même mal. Mais, Hmm. mais en tout cas, je me lève tôt. Ça me permet d'avoir à minima une demi-heure pour moi, pour me réveiller tranquillement. Je peux faire un peu de lecture et je peux faire un peu de sport. Quand je dis Ok. du sport, c'est pas forcément partir courir. Des fois, c'est juste un réveil musculaire où je vais faire 10 minutes d'abdos, tu vois, et je prends le temps de faire un peu de gainage. Mais tout de suite, ça te met sur une bonne dynamique. Tu te dis, ah bon, bah, j'ai déjà fait quelque chose dans ma journée, c'est cool, et ça te met le pied à l'étrier parce que tu vois, tu as Hmm. un retour de dopamine où tu te dis, bah, ma journée, elle a bien commencé, c'est bon, j'ai fait mon sport. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dis souvent, les 30 premières minutes de ta journée, c'est les plus importantes, vraiment dans le sens où, euh, truc tout con, on ne te demande même pas d'aller te mettre, voilà, de te faire une... Va juste au soleil, vraiment sors dehors, mets-toi au soleil, et étire-toi un peu, tu sais, en levant les bras comme ça, ouvre ton corps, c'est tout. T'as pas besoin de plus. Et pas de café, etc. Moi, j'ai arrêté le café, perso. Je fais ça tous les matins. Ça va, j'ai un grand balcon aujourd'hui, je peux le faire, je suis plutôt content là-dessus. Mais là, je pense, l'une des meilleures habitudes que j'ai rentré chez moi. Et me coucher à la même heure tous les jours. Ouais, Ça, c'est un point qui est, je pense, qui a le ça plus c'est d'impact, de plus d'impact ouais, dans ma c'est vie quand tu as actuellement. trouvé ton rythme de sommeil. Et en plus, moi, tu vois, ce que j'ai constaté, c'est que si tu éteins ton téléphone à 9 heures le soir, Euh, bah déjà, tous les messages après 9 heures, c'est pas des messages urgents, donc c'est pas grave, ils C'est peuvent vrai. attendre le lendemain. Et c'est pareil, quand je me lève le matin, tu vois, qu'il soit 5 heures ou 5h30, ça sert à rien d'allumer mon téléphone tout de suite, parce que de toute manière, on n'est pas à une heure près, tu vois. C'est vrai. Tout le monde est en C'est train de vrai. dormir, donc il y a personne qui attend de toi une réponse là instantanée. Donc si tu rallumes ton téléphone qu'une heure après, donc ce qui fait que je rallume pas mon téléphone tout de suite, je vais d'abord prendre une heure pour moi, et après j'allume le téléphone. Donc c'est un peu la dernière heure et la première heure de la journée doivent vraiment être pour toi. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de m'imposer. Alors je dis pas que je le fais tous les C'est jours, vrai. mais quand je me l'impose, tu vois, déjà, ça m'abaisse mon niveau de stress de me dire, tu vois, que je suis pas Mhm. en train de regarder mes messages avant d'aller me coucher. Ok. Et au niveau, bon, le sommeil, on sait, c'est la base de base de base de base. Il y a rien d'autre. L'eau aussi. Je parlais hier avec un docteur en pharmacie et il m'a dit, après le sommeil, je pense que c'est l'eau, le truc le plus important. Et on n'y pense pas. Et il m'a dit, on ne boit pas assez d'eau. 80% des Français, apparemment, ne boivent pas assez d'eau. Donc ça, je pense que bon, tu Tu dois être sais en que je carence suis comme... docteur en pharmacie, je sais pas si tu sais. Mais si, si, je sais, c'est pour ça que Ouais. je me demandais, j'étais sûr que tu savais ça. Et du coup, en gros, il m'avait dit ça. Et au niveau de la nutrition, tu fais quoi? Est-ce que tu as une diète particulière ou tu manges un peu de manière un peu globale? Parce que je sais que nous, on s'est connus, enfin, un peu de loin au village Baïséa. Il y avait les food trucks, tu sais, sur le parking à côté, en face du parking. Et, euh, et je voulais savoir comment tu mangeais, parce que moi, je te voyais à midi, tu partais. Et je sais pas où t'allais, hein, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qu'il mange quand j'ai préparé ce podcast? Qu'est-ce qu'il mange du coup en général? Comment il prépare ça? Quelle est sa nutrition? Et comment tu alimentes un peu tout ça au quotidien? Est-ce que tu évites des aliments particuliers? Est-ce que tu as des carences sur des choses, etc. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, alors, donc moi j'y crois beaucoup déjà à l'hydratation. Donc moi je bois beaucoup dans la journée, tu vois, et j'ai toujours Ok, d'accord. une gourde à côté de moi. Parce qu'effectivement, tu vois, je suis plutôt à boire 4 litres d'eau par jour. Moi, alors, on n'appelait pas ça le jeûne intermittent, mais depuis tout petit, en tout cas depuis longtemps, je ne petit déjeune pas le matin. Donc, ce qui fait que jusqu'à midi, je suis dans du jeûne intermittent parce que mon dernier repas, c'est 19-20 heures le soir jusqu'à Mhm. midi le lendemain. Et ça, j'ai toujours eu ce rythme-là, tu vois. Et donc, maintenant, on dit que c'est du jeûne intermittent et que c'est bon pour la santé parce que ça permet de Il faut du détoxifier marketing le pour tout, corps. hein. Euh, Il faut du mais, marketing mais, pour tout, hein. mais effectivement, moi, j'ai toujours trouvé mon équilibre dans deux repas par jour. Mhm. J'ai tenté d'être vegan pendant 2 ans. C'est pas tenté, Ok. c'est j'ai vraiment été vegan pendant 2 ans. Donc là, euh, je, en fait, j'ai vu le film The Game Changer sur Netflix, le Mhm. documentaire, et je me suis dit, waouh, c'est dingue. En plus, j'étais vraiment sur de la perf en course à pied à ce moment-là, tu vois. Je faisais de l'athlétisme et j'avais un très bon niveau. Et je me suis dit, bon, bah, ok, on va tenter le truc. Effectivement, je voyais que ça fonctionnait bien. J'ai perdu 10 kilos. C'est assez brutal. En fait, quand tu arrêtes tous les produits laitiers, quand tu arrêtes la viande, le poisson, le lait, les œufs, ton corps, il comprend pas ce qui se passe. J'ai perdu 10 kilos avant de me restabiliser, mais tu vois, j'avais repris que 4. Donc en fait, tu perds 6 kilos. Tu es en très bonne santé. J'ai jamais été en carence, tu vois, je prenais juste de la vitamine Mhm. B12 en complément. Ouais. Euh,
c'était d'un point de vue social, c'était compliqué parce que en fait, quand Ouais. tu vas au resto, quand tu vas n'importe où, en fait, il y a aucune pâte chez nous qui est faite avec de l'huile d'olive. En France, tout le monde cuisine avec du beurre. Donc, si vraiment tu veux te tenir au truc, tu ne manges plus rien, tu peux plus aller à l'extérieur. Et donc, c'est très cool de se faire une planche de charcuterie, une planche de fromage avec les copains à l'extérieur de temps en temps. Donc, ce qui fait que là, donc j'ai arrêté d'être vegan, mais je me dis végétarien dans la mesure où c'est très rare quand je vais manger de la viande. Donc, par contre, j'ai repris le fromage, mais je mange quasiment pas de viande. Cependant, tu vois, j'en fais pas du tout part à mes enfants. Mes enfants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur éducation, Ok, et c'est eux ça qui c'est font cool. leur choix. J'impose rien du tout dans l'alimentation au quotidien. Ok. Bon, niveau alimentation, je pense que c'est super clair. Donc, ce qu'on appelle flexitarien, je crois, c'est ça, non? Quand Ouais, tu manges un peu de ouais, temps c'est en ça. temps. Ok, Flexitarien, super. c'est quand tu t'autorises. T'es plutôt végétarien, mais tu t'autorises de temps en temps à manger de la viande. Super. Ok, c'est bon, je vois. Ok. Et le dernier point, du coup, je sais que tu fais pas mal, tu fais pas mal de sport. Est-ce que tu as ce temps-là, du coup? Tu m'as dit que tu faisais ça le matin rapidement. C'est le seul moment où tu te fais du sport ou tu te mets ok quand même des séances qui sont un peu non négociables dans la journée où tu es obligé de faire un peu de sport? Non, en fait, quand tu fais de l'ultra trail longue distance depuis un moment, tu as surtout une période d'entretien, tu vois, où t'as pas besoin de faire masse de sport. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais courir 2 fois 1 heure le matin à 5 heures du matin par semaine. Et par Mhm. contre, j'ai une séance à laquelle je coupe pas, c'est le dimanche matin. Le dimanche matin, tu es obligé de faire une sortie longue. Donc le dimanche matin, je vais me faire 4 heures, 5 heures de course en montagne. Et ça me permet, comme je le fais tous les week-ends, là, ça permet d'entretenir, tu vois. Et donc, quand tu arrives à mettre cette course longue, bah, en fait, tu as quand même fait pas mal de bornes dans ta semaine. Tu arrives Hmm. rapidement à 30-40 km dans ta semaine et c'est suffisant pour t'entretenir. Par contre, effectivement, si dans 3 mois, parce que tu vois, je pense que j'aurais pas besoin de beaucoup plus de préparation, si dans 3 mois, je me mets un gros objectif qui va être un 170 km, bah, là, je Mhm. sais que pendant 3 mois, là, il va falloir que je me remette à un vrai plan d'entraînement et que j'augmente le nombre de séances, que j'augmente l'intensité, que j'augmente les distances pour monter crescendo vers mon objectif. Mais ce qui est bien, c'est que euh, comme ça fait des années que je cours, tu vois, je peux ne pas courir pendant 4 mois, pendant 6 mois. Tu me dis, viens, on va faire un 60 km. Bah, je te fais le 60 km sec, du Hmm. coup, parce que en fait, je l'ai tellement fait. Je pense que si tu me demandes combien j'ai fait de marathons dans ma vie, je sais pas, je suis entre 50 et 100 marathons. Donc, Waouh. bah, en fait, mes entraînements, c'est des marathons. Donc, tu vois, Ah oui, ouais, bah oui, oui, c'est je, logique. donc je vais m'entraîner et tu vois, je fais entre 20 et 40 kilomètres. Donc, Ah d'accord, ok, ah ouais, ouais, ok. quand Je suis je à pars deux, en je suis à montagne, deux, je c'est suis ça où je le bouge. dimanche. D'accord, ok, d'accord. Et tu vas courir vers où? T'es dans les environs de Montpellier, j'imagine. Donc moi, je suis dans les environs de Montpellier, donc je me suis mis au nord de Montpellier. Il y a ce qu'on appelle le pic Saint-Loup. C'est un peu la Bien sûr. montagne emblématique de Montpellier. Mhm. Et là, ça me permet très facilement de sortir de chez moi et les baskets aux pieds. Je perds pas de temps à me dire je dois Mhm. prendre la voiture et je dois aller courir. Ah ok, donc tu cours de chez toi jusqu'au Pic Saint-Loup, tu montes et tu fais une redescente et tu remontes, j'imagine. Tu dois faire ça plusieurs Ouais, non, fois. le matin, j'ai pas le temps. Mais effectivement, le dimanche, si je veux faire une sortie, je sors de chez moi, je fais tout le tour du Pic Saint-Loup, donc il y a une belle boucle, je rentre et ça me fait Ouais. 25 km. Ok, d'accord, ah ouais. Ok, pour l'avoir fait plusieurs fois à pied et en étant transpirant en haut. Ah ouais, d'accord. Bah, les gens de la région ne connaissent pas, mais je pense que s'il y a un peu de Montpelliérains qui écoutent ce podcast, qui sont déjà allés au Pic Saint-Loup, c'est assez solide hein, de faire ça. C'est solide, hein, vraiment pour le coup. Ok, d'accord. Ok. Je vois très bien un T'as, peu. pour monter au Pic Saint-Loup, tu as 300 mètres de D+, donc de dénivelé positif. Mhm. Si tu fais le tour, tu peux arriver en faisant le tour à 700-800 mètres parce que tu as des hauts, tu as des bas, donc tu te rajoutes un peu de difficulté. Ouais. Mais ouais, Ok. en fait, c'est solide parce que effectivement, contrairement aux Alpes, aux Pyrénées, le terrain est particulièrement caillouteux, tu te défonces les Ouais. genoux, il n'y a que des Ouais, ça cailloux. fait mal. C'est vraiment des gros cailloux, donc on n'a pas un Hmm. environnement privilégié par rapport à ça, tu vois, où tu peux courir C'est vrai. tranquillement sur de la terre. Donc c'est assez éprouvant pour les articulations de courir autour de Montpellier. Ok. Ok, ok. Écoute, moi j'ai pas plus de questions. Moi, c'était à peu près toutes les questions que j'avais. On a parlé Ops, on a parlé bien dormir, on a parlé de tout ça. Moi, j'ai que deux petites questions que je pose à tous les intervenants dans le podcast et je ne leur envoie pas cette question. Parce que pour le coup, moi, je veux avoir une vraie réponse, une vraie.
Écoute, je connais ton parcours. Pour ceux qui veulent aller voir d'ailleurs, parler un peu plus en profondeur du parcours de Cédric, il y a le podcast de Sans Permission. D'ailleurs, allez voir, il dure 3 heures, vraiment incroyable. Il a parlé un peu de tout son parcours, de comment il a monté Brix et aussi ses anciennes expériences. Donc, allez voir là-dessus, on va pas en reparler ici. Moi, la question, c'est, durant tout ce parcours, moi, on m'a souvent dit, quand j'étais aux États-Unis, on m'a souvent dit, tu poses pas les bonnes questions. Je posais les bonnes questions. Ouais, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il m'a dit, non, tu poses pas les bonnes questions. Et j'ai jamais compris pourquoi il disait ça. Et il m'a dit, non, en fait, tu te demandes jamais qui est-ce que tu dois écouter. Et de là, ça a fait un tilt dans ma tête. Je suis plus jamais revenu de cette question. C'est ce genre de question où tu sais, à la fin, tu dis, ah, ok, d'accord, maintenant j'ai compris un truc, et c'est vrai. En fait, il suffit juste d'avoir un mentor ou un exemple, ou même ne serait-ce qu'une phrase qui te rappelle. Tu vois, cette phrase-là, elle fait partie aussi de qui est-ce que tu écoutes. C'est cette phrase-là que j'écoute du coup. Et du coup, ma question, c'est, pendant toutes ces années, qui est-ce que tu as écouté? Ça peut être des livres, des personnages historiques qui t'ont inspiré, des personnes de ton entourage, je sais pas, un livre que tu as lu que tu t'en es plus jamais revenu. Qui est-ce que tu as écouté? Ou plutôt quoi, qu'est-ce que tu as écouté? Ouais, je pense que c'est la bonne question. C'est une très bonne question. Écoute, quand j'ai voulu repartir dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à écouter les podcasts de Mathieu Stéphanie, donc tu vois, qui sont des exemples parce qu'en fait, il interviewe sur Génération Do It Yourself d'autres entrepreneurs qui ont fait des grandes choses. Donc c'est super intéressant. Et j'aime bien l'introduction de son podcast qui est on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, donc va écouter des podcasts parce que en fait, ça va te donner un niveau d'ambition que tu vas pas retrouver forcément au niveau de tes proches et de ta famille. Moi, mes proches et ma famille me veulent du bien, mais ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, ils ont des craintes qu'ils renvoient vers moi. Et donc, quand je leur parle de moi, ce que je fais, c'est risqué, ne le fais pas, attention. Et à chaque fois, c'est même décourageant. Mais ils font pas ça en mal, ils font ça pour méchamment, c'est pas méchamment. C'est pas méchant. Et donc, finalement, mes proches, j'ai arrêté de les écouter et je suis un ovni pour eux, mais je l'accepte et c'est fine. Et ils comprennent pas ce que je fais. Donc, de toute manière, ça sert à rien de discuter. Et par contre, il y a un truc qui a vraiment changé ma vie. Ça a été mes enfants. J'ai eu des enfants qui, aujourd'hui, pourraient paraître assez tôt. J'ai eu des enfants à 29 ans. 29 et 30 ans. Ça m'a obligé à avoir beaucoup de focus. Parce que quand j'ai créé ma première boîte, à la moindre difficulté, je vais pas dire à la moindre difficulté parce qu'on en a connu des difficultés, mais en tout cas, il y avait la volonté, alors qu'on n'était pas encore rentable sur le premier business, de vouloir créer un deuxième business, et un troisième business, et un quatrième business. Et en fait, tu veux tout faire, mais tu fais tout mal. Et donc, il y a du défocus. Avoir des enfants, ça t'oblige à une chose, c'est de t'introspecter à titre personnel, de faire du développement personnel. Qui je suis? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux repartir dans une nouvelle aventure où ça va être potentiellement des galères, ça va être des difficultés, ça va être du risque, ça va être est-ce que je veux vraiment partir sur ce domaine d'activité-là? Parce que si je dois y être dans les 10 prochaines années, comme je te disais, il faut cette passion. Et là, j'ai commencé à écouter des podcasts de développement personnel et il y en a un, tu vois, où il y a plus de 400 épisodes. Il s'appelle, donc le mec c'est Gianni, Optimise ta vie. Et j'ai dévoré, donc je l'ai même contacté, tu vois, pour de la formation, du coaching. Et vraiment, il a occupé un temps de voiture avec moi très important. Parce que tous les matins, j'allais bosser et je me mettais un podcast où il parle de développement personnel. Et c'était super intéressant parce que en fait, tu arrives à justement prendre ce recul sur les choses, sur la vie, sur pourquoi le sens de tes actions. Et donc, j'encourage tout le monde à écouter soit des podcasts, soit livres. J'ai pas parlé des bouquins, mais j'ai lu pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat. Il y a des bouquins géniaux sur Amazon, le développement d'Amazon avec Jeff Bezos. Il y en a un avec Tony Hsieh qui a créé Zappos aux États-Unis, qui est l'entreprise du bonheur. Donc génial ce bouquin. T'as celui Zero to One de Peter Thiel qui a monté PayPal. Il y en a des dizaines, tu vois. Andreessen Horowitz qui a créé un bouquin aussi qui est assez incroyable. Donc il y a plein de bouquins américains qui vraiment te donnent la niaque. Ça c'est très bien pour relever ton niveau d'ambition. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier que tu as qui tu es et il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir
où sont ses limites. Tu vois, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est forcément faire une boîte à 1 milliard? Je pense pas, tu vois. Il y a plein de niveaux d'entrepreneuriat différents. Il y a plein de boîtes qui sont géniales et qui sont des petites boîtes à partir du moment où tu vis des aventures qui sont exceptionnelles, peu importe le niveau. Et donc, ça, il faut se le dire dès le début. Et donc, pour ça, il faut apprendre à se connaître. Et donc, faites du développement personnel parce que ça vous servira. Ok, ok, le message est passé. Je pense que ce que tu dis, c'est un peu vrai. C'est un peu le côté, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, le comment, en vrai, il se révèle à toi parce qu'après, tu sais vers où te diriger finalement, parce que tu sais où tu veux aller. Donc, Mm. ça, super, super bon point. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est que est-ce que dans ton entourage de personnes que tu connais, ça peut être un physicien théoricien, comme un pote à toi entrepreneur ou même le pizzaiolo au bout de ta rue, qui est-ce que tu aimerais que tu penses être intéressant, que je pourrais interviewer dans ce podcast et que je pourrais venir de ta part lui dire, bah écoute, il m'a demandé de t'interviewer, il pense que tu es quelqu'un d'intéressant avec qui on pourrait discuter. Et parce que j'espère que tu as passé un bon moment déjà, j'espère que tu as passé un bon moment dans ce podcast. Et du coup, pour aller le voir et lui dire, écoute, on pourrait en rediscuter et je viens de la part de Cédric. Waouh, toujours très dur. C'est dur parce qu'il y a des mecs qui ont déjà fait des dizaines de podcasts, tu vois, donc qui sont des super clients mais Mhm. on pourra trouver facilement. Ce qui est toujours intéressant, c'est de trouver la pépite, tu vois, que personne ne connaît et qui peut t'apporter C'est plus beaucoup. ça qui m'intéresse. Euh, C'est plus ça qui m'intéresse. donc là-dessus, écoute, moi j'aimerais bien que tu interviewes un gars. Alors, je pourrais dans mon équipe déjà, je les trouve géniaux. Tu vois, je pourrais te mettre en relation Ok, c'est cool. avec ma directrice des relations humaines, tu vois, qui est géniale en Ok. termes de développement personnel, au niveau du market, au niveau du développement, au niveau du produit. Mais Mhm. là, j'ai regardé pas mal de vidéos d'un gars qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy et qui parle Oui, ça me dit quelque chose. de la sagesse des foules et de la théorie autour des foules. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois, je fais un peu de promotion, donc je me suis tapé Oui, oui, 10, c'est pas 10 épisodes. Et en fait, moi, je crois beaucoup quand tu fais des business sur du retail, donc avec des clients, avec du B2C. Je crois beaucoup à Hmm. c'est ce que tu disais, le client a toujours raison et à cette capacité qu'a le client de t'orienter, toi, dans la bonne direction. On a toujours l'impression que c'est nous qui orientons le client avec nos produits, mais en fait, je pense que les clients peuvent aussi orienter ton business. Et donc, lui, ce qu'il te dit, Mhm. c'est que euh, la, la foule va être en capacité de prendre des décisions qui sont bien plus rationnelles quand tu mets un nombre d'individus très important autour de la table que le meilleur expert. Donc, tu vois, Mhm. l'exemple le plus connu, c'est euh, euh, un expert qui doit donner le poids d'une vache comme ça, juste en regardant la vache, et pourtant c'est un expert des vaches, donc lui il va être capable de donner le poids de la vache, je sais pas, à 20 kilos près, ce qui est déjà exceptionnel, ou à 10 kilos près. Mhm. Bah, si tu mets 10 000 personnes ou même 500 personnes qui te donnent un nombre, un chiffre aléatoire en termes de kilos et que tu prends la moyenne pondérée de toutes ces personnes-là, bah, tu vas tomber à plus ou moins 1 ou 2 kilos et trouver le poids de la vache exact. Et Waouh. donc, en fait, quand tu prends toute cette intelligence collective et que tu la mets ensemble, tu peux arriver à des décisions qui sont assez exceptionnelles. Et donc, moi, j'essaye de voir comment on peut utiliser ça dans nos analyses immobilières parce que quand on fait les analyses de projets qu'on nous présente, ben, on est toujours biaisé par nos propres expériences, par nos croyances, par notre Hmm. secteur, par ce qu'on a déjà évalué par le passé, par le feeling qu'on a eu avec notre interlocuteur. Et alors que si tu prenais 10 000 personnes qui donnent leur avis de manière sincère sur une base documentaire, potentiellement, tu peux avoir une capacité à avoir une notation parfaite d'un projet qui va même influencer le taux d'intérêt. C'est est-ce que j'ai du risque, est-ce que j'ai pas de risque, et donc en fonction du niveau de risque, ben on fait ajuster le taux d'intérêt auquel le gars va emprunter l'argent sur notre plateforme. Et Je vois, je vois. donc voilà, Fulloscopy, chaîne YouTube, je le connais pas, Ok. mais en tout cas tu peux Ok, tenter. je lui montrerai cet extrait, je lui enverrai un message et on verra avec un peu de chance, avec un peu de chance, j'arriverai à le faire venir. Pas trop bien. Écoute, En plus, il aura Cédric, peut-être moi envie c'est de tout faire bon. une vidéo avec moi pour essayer de voir comment on Ah peut mais mettre ça en place avec de l'immobilier. franchement, pour être honnête avec toi, je ferai même en sorte que tu essayes de venir pendant le podcast. Si j'arrive à avoir un rendez-vous, ben, il y a Cédric qui sera là, j'espère que tu seras là aussi. Ok, trop cool. Écoute, moi c'est tout bon pour moi, Cédric, ça a été un plaisir. J'ai pas plus de questions à te poser. Et du coup, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre si on veut discuter avec toi, etc. C'est vers où qu'on peut aller vers toi le plus facilement pour t'envoyer un message et lancer une conversation avec toi?
Alors, je suis présent sur Netflix. Lapsus. Non, plus, je ne suis pas souvent sur Netflix. Juste pour mettre Peppa Pig pour mes enfants. Je suis présent sur LinkedIn et sur Instagram. LinkedIn, je réponds à Ok. quasiment tous les messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et Instagram, j'y suis pas souvent, mais vous pouvez quand même me contacter si vous n'êtes pas trop LinkedIn. Super, bah écoutez, moi je mets tout ça en description, comme ça envoyez un message à Cédric. Moi c'était un des échanges, je pense, le plus important depuis le début de ce podcast, même si ça veut pas dire que les autres invités n'étaient pas intéressants, c'est pas ça. Mais on est rentré très en profondeur, on a parlé de sujets super intéressants. En tout cas, moi, Cédric, ça a été un plaisir. Je te souhaite une très bonne Ouais, continuation et on va essayer de se reparler dans 6 mois histoire de voir comment ta journée a évolué depuis. Je te souhaite une excellente journée et tu prends soin de toi. ouais, merci également. Salut Taslim. À Ciao. bientôt.